Le président français demain au Mali pour réaffirmer l'accompagnement de la France dans la guerre de libération du Mali. Le professeur Dioncounda Traoré et François Hollande se rendront à Sévaré et à Tombouctou. Hollande est porteur de messages forts à l'endroit du peuple malien. Situation de guerre, les troupes ouest-africaines continuent leur déploiement. Les Nigérians ont été positionnés à Banamba où ils ont eu la visite de leur hiérarchie arrivée d'Abuja. Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles promettent une belle prestation au peuple du Mali. Demain, ils affronteront les Bafana d'Afrique du Sud, pays organisateur. Le moral est tout simplement au beau fixe. Nous sommes vendredi, premier jour du mois de février. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Une édition que nous ouvrons par cette visite du président français François Hollande dans notre pays. Le président François Hollande effectue donc demain une visite de travail et d'amitié dans notre pays. À son arrivée à Sévaré, il sera accueilli par le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Ibrahim Traoré nous fait le point de cette visite. Le président français est attendu ce samedi au Mali. François Hollande sera accueilli à Sévaré à sa descente d'avion par le président de la République par intérim, professeur Dioncounda Traoré. Le président français sera accompagné de 3 ministres. Laurent Fabius pour les affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian pour la défense et Pascal Canfin chargé du développement. La visite conduira les 2 chefs d'État français et maliens à Tombouctou. Sur place, ils rendront visite aux troupes franco-maliennes avant de se rendre à la mosquée Djingarébert et au centre Ahmed Baba. Les 2 chefs d'État regagneront Bamako à la mi-journée pour un déjeuner de travail et pour un tête-à-tête. Les présidents Traoré et Hollande procéderont enfin au dépôt de gerbes de fleurs au monument de l'indépendance. François Hollande quitte la capitale malienne dans la soirée. Ibrahima Traoré est notre envoyé spécial pour cette visite de François Hollande dans notre pays. Après la libération des villes de Kona et de Gao, flashback sur la libération des villes de Douanza, Ambori, Bani et Gossi, des villes en liesse et des populations enthousiastes, mais qui se souviennent encore des exactions du MNLA. Envoyés spéciaux, Moussa Arimeiga et Ali Touré. De Douanza à Gossi, en passant par Boré, Hombori, voilà les populations sorties en masse pour saluer la libération de leur terroir natal des mains des terroristes du MNLA par l'armée malienne. Vraiment, nous sommes satisfaits et puis la liberté n'a pas de prix. On avait mal dans notre peau, dans notre chair, notre dignité était bafouée. Mais aujourd'hui, grâce à l'armée malienne, grâce à la France, nous disons merci à Dieu et merci à tous ceux qui ont contribué par rapport à notre libération aujourd'hui. La présence, le retour du préfet à Douanza signifie vraiment que notre armée a accompli ses devoirs. Et je crois que l'armée a montré par le travail, par sa combativité, qu'ils ont honoré leur serment de verser leur dernière goutte de sang pour libérer le pays. Et je pense que c'est ce que l'armée malienne a fait. Douanza, les populations de Douanza, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit toute la population de Douanza, tout le monde est content. On ne peut même pas estimer les degrés d'honneur que nous avons su ici à Douanza. Quand l'armée malienne est arrivée ici, nous on avait rêvé. On pensait que ce n'est pas l'armée. Mais après avoir regardé les véhicules 1, 2, 3, on a vu une colonne de véhicules avec des Français. Là, on était vraiment dépassés. On est très content. On est avec le Mali. Vive le Mali. Vive la France. Voilà. On est à Gossi. Je suis Oya Talbila, l'animateur de la radio FM, de la voix du gourmand, de Gossi. Ils sont vraiment satisfaits que nous étions dans une corde et maintenant on est complètement défait de la corde. C'est que nous étions dans l'enfer. Donc, battement des mains, des coups de cravache. Qui vous faisait ça? C'est les mouchons. Les mouchons. Les djihadistes.
de Touraine, c'est même plus qui est tout le monde supporte, tout le monde fait son devoir. Vraiment. La population était morte. Nous étions à Lahara. Ils ont dit qu'il y a dans Sardine, ils ont dit qu'il y a Lemneda, on dit qu'il y a, je sais pas quoi là. Majo, on dit qu'il y a, je sais pas, mais en tout cas, il fait des élections sur la population. En toute ta femme, tu es obligé de te soumettre. Ils passent en rang, un à un. Ils ont fait ça ici? Ils ont fait ça partout. Ils ont, et même, il y a même des enfants enlevés ici. Des enfants qu'on est venus enlever pour dire qu'ils sont des esclaves. Ils ont été emportés en plus. Là où on est, il n'y a même pas un grain ici à Gossi. Ils ont tout dévasté, ils ont tout raclé. Les gens vivent à cause de Dieu. Oui, à Tombouctou, une autre ville libérée, la vie reprend de plus en plus dans la belle cité de 333 et cela sous une haute surveillance des militaires maliens qui organisent des patrouilles de nuit comme de jour. Des militaires maliens, vous allez les voir dans ce reportage, qui ont découvert des armes et des munitions abandonnées par les terroristes. On fait le point avec Sidiki Dambélé. Changer dans Tombouctou. On n'a plus le droit de fumer. À Tombouctou, les islamistes n'ont pas eu le temps de fuir avec bagages, armes et munitions. Du matériel de combat qu'ils avaient dissimulé dans des boutiques et autres coins de la ville. Un arsenal de guerre est retrouvé et exposé ici par nos militaires. Des armes qu'on a reçues avec eux, c'est des munitions. Mais ils pensent qu'eux, ils ont des... Mais nous, on a plus que ça. On a plus que ça. Même Bambolo, au Kafari, nous le taillons. Nous les femmes. Nous, même Bambolo, à Kaboni, à Kadjania, nous le taillons. Mais nous aussi qui engagent plus que ça même. Mais que c'est la lignée. Tombouctou est sous haute surveillance. Des patrouilles sont organisées en permanence. Du matériel et du renfort arrivent presque tous les jours. Rassurés, les populations commencent à vaquer normalement à leurs occupations. La vie reprend de plus belle dans la ville sainte. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et très émus de voir la population acclamer l'arrivée de l'armée. C'est tout aussi ce qui m'a marqué. J'ai compris que l'armée a renoué avec sa population. Cela est très important. Franchement, avec l'appui des forces françaises, je profite de l'occasion pour remercier la France pour son soutien franchement prompt aux côtés de ses forces maliennes. Ici, l'engagement des militaires maliens est sans faille et leur leitmotiv aussi. Le Mali est individu. Restons à Tombouctou, où les fidèles musulmans de Tombouctou n'ont pas pu célébrer Maouloud cette année comme ils le faisaient à cause justement de l'occupation de la ville par les terroristes et du manque d'électricité. Une situation que regrette fortement l'imam de la mosquée de Sankoré, Baba Sekou Cissé, appelle les bonnes volontés à s'investir pour que cette ville soit dotée rapidement des commodités comme l'eau potable et l'électricité. Il est au micro de notre correspondant à Tombouctou, Moulay Chérif Haïdara. Nous n'avons pas le temps de pouvoir faire quoi que ce soit cette année puisqu'on était sous occupation. On n'était occupé par des gens qui ne veulent même pas entendre parler de Mawlud. Nous avons eu quelques rencontres avec eux pour bien faire ce Mawlud, mais il n'en a pas question. Ils ne voulaient pas. Mais Tombouctou était libéré à un moment, non? Effectivement, la libération de Tombouctou a coïncidé avec la rentrée des troupes. Et il y avait l'état d'urgence. Et l'État aussi a décrété dire de ne pas faire le Mawlud dans l'opulence ou bien quoi que ce soit. Sinon, ce n'est pas la manière dont Tombouctou fait le Mawlud. Tout le monde le sait, le monde entier le sait. Hein? Qui dit de ne pas faire l'éloge du prophète Mohammed, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire en plus. Et puis il n'y a pas d'électricité. L'électricité, nous n'avons ça que le matin à partir de 8h à midi. Et nous, nos lectures se basent sur la nuit. Hein? De 23h jusqu'à 4h du matin. Donc vraiment, il n'y avait pas les conditions qui sont là pour faire quoi que ce soit. Situation de guerre dans notre pays, un important contingent nigérian positionné depuis hier matin à Banamba. Ces hommes sont en appui à l'armée malienne dans la lutte contre les djihadistes. La troupe a eu la visite d'une importante délégation du Nigeria avec à sa tête le chef d'état-major général des armées du Nigeria. Compte rendu de Seydou Traoré.
C'est un dispositif de sécurité bien fourni qui veille désormais sur le secteur de Banamba, situé à quelques dizaines de kilomètres de la Mauritanie. En effet, la ville de Banamba vient de recevoir le premier contingent des 650 hommes qui doivent être déployés dans la zone. Dès leur arrivée, la délégation a eu la visite du chef d'état-major général des armées du Nigeria qui est venu constater l'opérationnalisation de la troupe. En visitant le QG de la troupe nigériane installée à l'entrée de Banamba, le chef d'état-major général et son équipe ont pris bonne note des besoins des hommes en attendant l'arrivée du reste des contingents. Les troupes nigériennes sont là. On a connu le problème du Mali, la crise malienne depuis le commencement. C'est pourquoi les États africains ont décidé d'envoyer des troupes pour sauver le Mali. Et c'est pourquoi les troupes nigériennes se sont installées ici pour assurer, pour voir que les terroristes n'avancent pas vers les Bamako. Et soyez assurés qu'ils sont là pour vous protéger. Pour l'ambassadeur du Nigeria, l'engagement de son pays confirme la solidarité de la CEDEAO et de l'Afrique. Le Nigeria est là en tant que frère et ami et en tant que membre de la CEDEAO, et que la CEDEAO a décidé, compte tenu de la crise malienne, qui est surtout la crise africaine. Aujourd'hui à Banamba, c'est les drapeaux nigérians, français et maliens qui flottent dans la ville, des signes de reconnaissance des populations. Des contributions continuent de tomber à l'endroit de nos forces armées de sécurité et de défense. 40 millions de francs CFA ont été remis hier au ministre de l'économie, des finances et du budget. Cette remise est l'œuvre du groupe CIRA, du secteur de la microfinance et du personnel du contrôle financier. Fademba Keita a suivi cette cérémonie de remise. Le premier chèque reçu par le ministre Tienan Koulibaly s'élève à 15 millions de francs CFA. C'est un geste du collectif des ressortissants du Nord Coréen. Nonobstant les temps qui sont difficiles, qu'il fallait accompagner le gouvernement en apportant cette modeste contribution. Les ingénieurs du groupe CIRA, Conseil ingénierie et recherche appliquée, ont aussi apporté leur contribution. Au nom de la direction générale de CIRA Ingénieurs Conseil, de venir vous remettre notre contribution composée d'un chèque de 10 millions. Le troisième chèque de 6 850 000 francs CFA a été offert par le conseil d'administration de l'association des professionnels des secteurs financiers décentralisés. Nous faisons ce geste en remplissant essentiellement notre valeur, parce que ces systèmes financiers décentralisés se fondent principalement sur la solidarité, l'entraide. Les contributions des auditeurs de la radio Nieta et du personnel du contrôle financier avec respectivement 5 283 000 francs CFA et 2 millions de francs CFA ont bouclé la série de remises d'appui à l'effort de guerre. Il y a à peu près plus de 1000 signatures. Des 1000 signatures, des gens ont fait des collectes. Ils sont venus au nom des vendeurs de marché, des gens qui exploitent du gravier du sable, des simples citoyens. Le ministre a salué l'acte citoyen des différents donateurs avant de les rassurer que les ressources seront utilisées uniquement pour les besoins de l'armée. En vous réitérant mes remerciements, en disant que je rendrai bien sûr compte aux autorités du geste que vous avez fait, vous assurant que les ressources que vous avez mises à la disposition du gouvernement vont être correctement utilisées. Le collectif des ressortissants du Nord s'engage à mettre à la disposition des forces étrangères 30 moutons et un bœuf. Autre élan de solidarité à l'endroit de l'armée malienne, cette belle initiative du parti Convergence pour le développement du Mali, CODEM, en faveur des villages de Kona et de Diabali. Ce parti vient de mettre à disposition plus de 130 millions en espèces et en nature, dont des médicaments pour ces populations. Reportage de Mamourou Sidibé. En moins de 2 semaines, ces bonnes volontés ont entre autres collecté une tonne de céréales, du sucre, des nattes, du savon, une somme en espèces de plus de 1 million de francs CFA. À ces dons s'ajoute la contribution en équipement agricole de la société Industrie Mali Flexible de 9 500 000 francs CFA.
Quant à Mme Koulibaly Fatmata Doucouré, dite Fifi, elle a apporté sa contribution en médicaments d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Les femmes de Gao ont elles aussi reçu un moulin. La première collecte, c'est pour soutenir Djabali et Korna, qui ont quand même été les points déclencheurs même de la libération du pays. Ces premières collectes, dès la semaine prochaine, iront à Djabali et à Korna. Et aussi, avec les points d'eau, je veux dire les forages aussi, vont commencer, dès la semaine prochaine, leurs travaux vont commencer en fait dans ces différentes localités. Un autre engagement de l'industrie Mali flexible en faveur des deux localités, Kona et Djabali, c'est la réalisation de 2 forages pour un montant de 18 millions de francs CFA. Lancement hier à Bamako du mouvement dénommé Trait d'Union. Le mouvement se fixe comme objectif principal la promotion de la diversité ethnique et culturelle. Et justement, pour contribuer au renforcement de la cohésion sociale fortement écorchée par la crise que traverse notre pays, les responsables du mouvement étaient face à la presse, et cela pour donner une nouvelle impulsion au processus de réconciliation dans notre pays. Adama Kodjo a suivi ce point de presse. Trait d'Union, c'est le nom du mouvement qui vient d'être créé. Le mouvement apolitique entend contribuer à l'apaisement du climat social entre les communautés pour une paix durable dans le pays. L'objectif visé est la promotion de la diversité ethnique et culturelle pour un développement harmonieux. Je pense que c'est vraiment ces initiateurs du Trait d'Union qui représentent toute la couleur du Mali ethnique. Nous sommes du nord, nous sommes du sud malien. Nous sommes le fruit de la diversité culturelle. Cette diversité culturelle aujourd'hui qui est une richesse fondamentale pour vraiment asseoir les vraies bases aujourd'hui d'une paix durable au Mali. Trait d'Union souscrit à toute initiative faisant la promotion de la justice, de l'égalité et de la fraternité afin de relever les énormes défis de l'heure. Pour ce faire, un accent particulier va être mis sur la sensibilisation. Aujourd'hui, si nous décidons de prendre la parole, c'est pas pour prendre parti, mais c'est pour dire à nos parents que le Mali a assez souffert de cette division. Et le Mali aujourd'hui a besoin de ses enfants du nord et du sud. Nous ne parlons pas que de nordistes entre eux, parce qu'au nord il y a toutes les ethnies du Mali. Mais nous parlons des Maliens du nord et du sud. Que cette histoire du Mali ne soit plus gérée autour avec seulement des fils du Nord. Financièrement, Trait d'Union est soutenu par ses membres et est ouvert à toute personne attachée à la paix, à la justice et soucieuse des valeurs républicaines. La situation d'occupation des régions du Nord a contraint de paisibles populations à quitter à cause des fanatiques vers d'autres destinations, et cela les met vides. Avec ce début de libération du territoire, l'espoir renaît dans les esprits des déplacés. Notre équipe de reportage, conduite par Garibou Pérou, a tendu le micro à certains déplacés. Les déplacés sont parmi les premières victimes des terroristes qui ont occupé illégalement la partie nord de notre pays. Ils s'enfuient pour échapper à la barbarie des prétendus religieux. Sans grande activité économique dans les zones d'accueil, ils passent tout leur temps à espérer et à compter les pertes causées par cette occupation. Nous sommes là plus d'1 an sous occupation. Nous avons tout laissé derrière nous. Nous sommes là sans activité du commerce, de l'artisanat, de la pêche, de l'élevage. On a laissé tout ça derrière nous pour venir ici attendre que le Nord soit libéré. L'enseignement n'a pas été épargné. L'administration pratiquement n'a plus d'archives. Je pense que tout est à refaire. Depuis maintenant plus d'une semaine, les forces armées et de sécurité maliennes se sont engagées pour la reconquête des zones occupées. Cette détermination a été saluée et soutenue par la France et par certains pays africains. Elle dessine ainsi les retours prochains des déplacés à leur milieu de provenance. On est prêt à rentrer parce qu'aujourd'hui, la seule aspiration de se déplacer, voir le Mali entre les mains des Maliens. Ce retour qui est possible dès que le nord du pays sera libéré est déjà perçu comme un signe d'espoir, plus que synonyme de la reprise d'une vie normale pour les déplacés. Une fois ensemble, les différentes communautés devraient s'atteler à entretenir nos valeurs sociétales. Cultivons surtout la cohésion sociale, parce qu'on est obligé, on n'est pas en guerre d'ethnie ou en guerre de communauté, non. On est en guerre avec des djihadistes. Je pense qu'avec l'effort, avec la retrouvaille de notre territoire, je pense que si la cohésion est là,
Et je pense que ça serait quelque chose de très facile pour reconstruire. Comment surmonter les brutalités antérieures? Comment réapprendre à vivre ensemble? Tels sont les enjeux collectifs évoqués d'ores et déjà par beaucoup de Maliens. Demain, 2 février, c'est la journée mondiale des zones humides. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célébrera cette journée sous le thème « Les zones humides et la gestion de l'eau ». À l'occasion de la commémoration de cette journée, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement lance un appel. Des propos recueillis par Nyanya Aliou Traoré. Notre pays a ratifié la Convention relative aux zones humides depuis juin 1987. La mise en œuvre de cette convention s'est faite à travers le plan d'action de la politique nationale des zones humides élaboré en 2003. L'inscription de l'ensemble du delta intérieur du Niger en 2004 sur la liste Ramsar des zones humides d'importance internationale traduit la volonté du gouvernement du Mali de relever valablement le défi du coût d'une mauvaise gestion des ressources naturelles de ce riche patrimoine. Cette année, l'objectif de la journée mondiale des zones humides nous donne à tous l'occasion d'œuvrer afin de convaincre ceux qui gèrent l'eau que les zones humides sont des éléments essentiels de l'infrastructure aquatique, fournissant et stockant l'eau propre et douce. Nous devons tous nous engager à recycler, à réutiliser et économiser l'eau dans notre vie quotidienne. Que ce soit en récoltant l'eau de pluie, en concevant des jardins peu consommateurs d'eau, en réduisant l'utilisation de l'eau à la maison ou en soutenant les zones humides locales. Le groupe scolaire de Tomikoro-Bougou a désormais une salle informatique, une salle bien équipée. Cela, c'est un don de la Fondation Orange Mali. Cérémonie suivie par Adama Koulibaly. Tous les élèves du groupe scolaire de Tomikoro-Bougou, avec à leur tête les enseignants, les responsables des centres d'animation pédagogique étaient sortis pour saluer la générosité de la société Orange Mali. Orange Mali, à travers sa fondation, a remis à l'école de Tomikoro-Bougou 10 ordinateurs et leurs tables, 10 chaises, une imprimante et une photocopieuse pour une somme de 7 millions de francs CFA. Un geste à l'endroit des élèves pour un meilleur accès aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. À travers ce partenariat et à la faveur de cet appui, la Fondation Orange Mali nous envoie au bout du monde pour une connexion gratuite d'1 an à Internet. Pour la représentante de la société, la structure a un volet humanitaire et social. Depuis 2006, notre fondation a défini 3 axes d'intervention: la santé, l'éducation et la culture. Tenant compte de notre environnement social, la solidarité est devenue également un de nos axes d'intervention. On formera à cliquer pour la première fois. Vous allez découvrir le monde merveilleux du savoir, le monde insondable des connaissances. Le ministre a souhaité plein succès de ce partenariat avec l'école malienne. 963 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel du Centre de formation pour le développement au titre de l'année 2013. Un budget qui connaît une hausse de plus de 40% par rapport à 2012. Mohamed Jarrah. C'est un chantier que le Centre de formation pour le développement s'apprête à entamer en 2013. Au nombre des activités programmées, la construction d'une salle polyvalente pour renforcer les capacités des cadres de l'administration. Une grande ambition qui nécessite de grands moyens. C'est pourquoi le budget 2013 du Centre se chiffre à 963 millions de francs CFA, soit une augmentation de plus de 40%. C'est la première information à retenir de cette 4e session du Conseil d'administration du Centre de formation pour le développement. La construction d'une salle polyvalente pour éviter de déplacer très souvent les ordinateurs que nous avons dans notre salle multimédia. Et puis nous voulons augmenter vraiment les formations au niveau du centre, accroître vraiment le renforcement des capacités. Ces activités n'ont pas pu être réalisées à cause de la crise sociopolitique qui secoue le pays. En tout cas, les responsables du CFD nourrissent de grandes ambitions pour la structure. Le centre veut avant tout être au rendez-vous des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le matériel, il faut essayer de le revoir très souvent, de le changer. Avec le changement de la technologie, il faut être au pas de la technologie, sinon on risquerait d'être un peu dépassé. Et le gap dans ce domaine, il s'élargit très vite. Si on pouvait avoir des salles de relais à l'intérieur du pays, ça serait très intéressant. Le centre de formation pour le développement a été créé grâce à l'appui de la Banque mondiale. Il vise à combler le déficit de formation des cadres de l'administration publique et privée à moindre coût. Les membres du comité national de pilotage du projet d'appui au développement communautaire étaient en conclave. C'était à la faveur de la 7e session du comité national de pilotage du projet. Plus de 3,7 milliards de francs CFA devront être mobilisés pour 2013, dernière année du projet, pour réaliser les activités restantes. Agali Aguissa. 2 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette 7e session du comité de pilotage du projet d'appui au développement communautaire PADEC. Il s'agit de faire le bilan des activités réalisées en 2012 et programmer celles de 2013. Il est à noter que du démarrage des activités du PADEC en 2007 à nos jours, 220 micro-projets, soit 102 à Caille et 118 à Koulikoro sur 342 prévus, ont été réalisés, soit 64%. Le coût total de ces investissements s'élève à 1,854,784,343 francs CFA pour la région de Caille et 2,422 pour celle de Koulikoro. Cependant, la crise socio-sécuritaire qui traverse le Mali n'est pas restée sans incidence sur la réalisation des activités du projet en 2012. C'est pourquoi le programme de 2013 est centré sur la consolidation des acquis, et cela à travers le renforcement des capacités des bénéficiaires, l'acquisition des biens et services, ainsi que la réception de 115 micro-projets et 86 infrastructures. Il convient de noter que la perspective d'intervention dans 157 villages des 18 communes d'extension du projet n'est plus possible. Cela est dû au manque de financement. Conçu pour une durée de 5 ans, le projet entame sa dernière année d'exécution. Créée il y a seulement 2 ans, l'école normale d'enseignement technique et professionnel tient depuis ce matin la première session de son conseil d'administration. Une session que les administrateurs placent sous le signe des innovations opérées dans l'enseignement supérieur. Voilà ce que nous dit dans ce reportage signé Nando Dambélé. Ayant vu le jour le 4 août 2010, l'école normale d'enseignement technique et professionnel se présente comme la sœur jumelle de l'école normale supérieure. Elle contribue à ce titre à améliorer l'enseignement technique et professionnel par la mise à disposition de professeurs d'enseignement technique de qualité. C'est du moins la vision des administrateurs de cet établissement. Le présent conseil constitue donc un point de départ important pour cette structure qui hérite du travail mené depuis plusieurs années par l'École nationale d'ingénieurs Abdourahmane Baba Touré et la Direction nationale de l'enseignement technique. Au cours de la session, les administrateurs auront droit à une présentation de l'établissement. Ils vont, entre autres, examiner le bilan d'activité, le projet de budget et les questions diverses. Encourager l'agriculture basée sur les organismes génétiquement modifiés tout en promouvant l'agriculture biologique, c'est le but visé par le projet dénommé Réorganisation de la conscientisation citoyenne contre les OGM. Alous Touré, compte rendu. Réseautage, formation, sensibilisation, ce sont les armes à disposition du projet de réorganisation et de conscientisation citoyenne contre les organismes génétiquement modifiés OGM. Le projet vise également à promouvoir l'agriculture biologique qui devrait devenir le moteur de l'économie malienne. Nous avons jugé nécessaire de mener ce projet tout simplement parce que la culture des OGM constitue une menace pour les autres types de cultures parce qu'il existe ce risque de contamination. Quand vous prenez 2 champs, un champ OGM et un champ biologique par exemple, des études ont montré que ces 2 champs ne peuvent pas exister ensemble. Sinon quoi, les produits bio risquent de devenir des produits OGM.
Des producteurs maliens ont déjà expérimenté l'agriculture biologique et se disent suffisamment édifiés sur la question. J'ai demandé à un cultivateur de ces ogièmes là, il me dit que le kilo c'est à 4000 francs. Vous savez déjà là-bas ça ne donne plus. Un paysan, il cultive pour d'abord sa nourriture et secondo c'est pour se faire soigner et la prise en charge de ses activités. Mais si tu payes un kilo de semences à 4000 francs et si tu sèmes 40 kilos par exemple ou 30 kilos, il faut évaluer ça. Le paysan n'a pas ses moyens. Bon, j'ai appris aussi par ces mêmes paysans que ces OGM-là ne se reproduisent pas. Donc ça, déjà, c'est un problème. Le projet va désormais s'atteler à introduire toutes les techniques appropriées et vulgariser les énergies moins polluantes. La vieille cité religieuse de Nioro du Sahel, sous la houlette du shérif, a célébré mercredi dernier le Mawloud, fête anniversaire du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. L'événement qui s'est déroulé dans la plus grande simplicité a enregistré la présence des autorités politiques administratives locales et de plusieurs musulmans venus de tous les coins du cercle et environ. Nioro, nous retrouvons le reportage de Moussa Diakité. Cette fête religieuse traditionnelle appelée Ismenibi ou anniversaire du baptême du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a mobilisé malgré les instructions du shérif à respecter l'état d'urgence, plusieurs centaines de fidèles musulmans venus de tous les coins du cercle et environ. Nous lançons un appel à tous les hamalistes de fêter dans le calme et dans la sérénité et de faire des bénédictions pour notre pays, pour que notre pays puisse retrouver la place qui lui revient. Le shérif de Nioro, appelé Mouye, a demandé aux hamalistes de persévérer dans la voie de la paix, d'unité et la tolérance religieuse avant de faire beaucoup de bénédictions pour la paix au Mali, en Afrique et dans le monde. Comme toutes les fêtes religieuses, l'édition 2013 du Mawloud était animée par des chants religieux, des invocations d'Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Toutes nos excuses pour la qualité parfois défectueuse du son de ce reportage. Le hall du Palais de la Culture Amadou Ampateba ouvre ses portes aux visiteurs pour une exposition intitulée Photographie de sport. Initiée par la Maison africaine de la photographie, cette exposition rend hommage au photographe Mamadou Traoré, dit pompier Madou, décédé le 27 septembre dernier. Garibou Pérou a suivi cette cérémonie d'hommage. Au cours de cette exposition photo qui rend hommage à Mamadou Traoré, dit Madou Pompier, une soixantaine de photos de footballeurs, de basketteurs, d'athlètes et de boxeurs ont été fixées pour la postérité. En couleur et en noir-blanc, ces photos rappellent les grands événements et plusieurs générations d'hommes et de femmes. Une exposition, c'est comme la rédaction d'un livre. Vous avez une thématique que vous choisissez. Ensuite, vous faites en sorte que d'une image à l'autre, il puisse avoir une relation. Et c'est ce que nous avons fait. Ça ne veut pas de venir faire la photo seulement. Non, non, non. Non. Comment, ce qu'il faut photographier et quand il faut photographier ça, comment il faut photographier, mais comment assembler les différents sujets. Vous voyez, il avait ce sens très élevé. Qui cherche trouve, c'est le message que le reporter Mamadou Traoré véhiculait régulièrement. Toutes ces photos expriment ainsi ces messages de refondation physique, morale et historique de la société. Et la voie la mieux indiquée qu'il a trouvée parallèlement à son métier de sapeur-pompier, c'était de fixer par image toute l'histoire de ce pays, tout un pan de l'histoire de ce pays. Initialement prévue en 2012, avant même son décès, cette exposition de Mamadou Traoré, intitulée Photographie de sport, avait été reportée 2 fois de suite à cause de la crise qui traverse notre pays. Cette exposition sportive va se poursuivre jusqu'au 28 février prochain. Occasion donc pour les visiteurs de revivre les moments de gloire et de défaite des sportifs qui ont marqué l'histoire de notre pays et de se souvenir de Mamadou Traoré, dit Madou Pompier, qui était malgré son âge ami de tous les reporters. Coupe d'Afrique des Nations 2013, les Aigles du Mali préparent activement le match de quart de finale contre les Bafana d'Afrique du Sud, pays organisateur. Nos Aigles ont récupéré après la phase de poule et le groupe se porte bien. Le sélectionneur du Mali, Patrice Caqueron, a expliqué que ses joueurs souhaitaient participer à ce qui se passe de positif dans notre pays après la libération de Tombouctou par l'armée française et l'armée malienne en offrant une belle prestation
au peuple du Mali demain contre l'Afrique du Sud. Khalifa Nama Traoré, envoyé spécial en Afrique du Sud. Un huis clos pour le premier vrai entraînement des Aigles du Mali après la qualification en quart de finale. Les journalistes qui voulaient en savoir plus sur l'équipe avant le match contre l'Afrique du Sud samedi n'ont eu que 15 minutes pour avoir quelques images et photos. Les Aigles n'ont pourtant pas chômé depuis lundi. Le premier vice-président de la Fédération malienne de football et chargé des sélections nationales était le seul disponible. Le groupe vit bien et il monte en puissance. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite, pour les quarts de finale et les matchs qui suivront. Quand on est dans une telle compétition, la compétition est tellement intense que ceux qui ont joué l'ensemble des 3 matchs de poule sont très éprouvés, donc ils ont besoin d'un temps de récupération. C'est ce que l'entraîneur leur a accordé, mais ils ont quand même fait des soins et des étirements en salle, ce qui constitue vraiment une préparation normale. Et maintenant, l'Afrique du Sud, c'est ce samedi? On le prépare comme les autres matchs, même si nous rencontrons le pays organisateur, ce qui n'est pas chose facile. Mais c'est un match que l'on prépare sereinement. Les jeunes ont envie d'aller plus haut. Et je pense que c'est ça l'essentiel pour vraiment franchir cette étape également. Mohamed Lamine Sissoko était le seul retardataire du jour. Le joueur du Paris Saint-Germain remplissait des formalités administratives pour son départ en prêt à la Fiorentina en Italie. En tout cas, demain samedi, jour très attendu par l'ensemble du peuple malien et nous comptons sur une victoire des Aigles du Mali contre les Bafana Bafana. Demain, ce soir, avant-demain, donc, avant que l'information ne reprenne ses droits demain, juste signaler qu'après ce journal, vous pourrez suivre l'intégralité du discours du président de la République par intérim, discours que le professeur Dioncounda Traoré a eu à faire devant la 20e assemblée de l'Union, la 20e assemblée générale des chefs d'État de l'Union africaine, discours livré à Addis Abeba, donc, après ce journal. Et demain, l'information reprendra ses droits. Quand il sera 10h et 13h, ça sera une présentation de Mohamed Touré. Et pour la grande édition du soir, Ibrahima Djombele sera sur ce plateau. Bonne suite de programme et retenez que nous sommes de cœur et restons de cœur d'action avec nos compatriotes vivant encore sous occupation. La libération du territoire est pour très bientôt. Excellente nuit.